Je suis perplexe. Voici Annihilation, nouveau film du réalisateur et scénariste Alex Garland, dont j'avais beaucoup aimé le précédent, Ex Machina. Un film sorti en salle aux États-Unis, au Canada et en Chine, mais qui a vite rendu le distributeur frileux, qui jugeait le film trop cérébral pour le public. Résultat, Netflix, toujours aux aguets sur les coups fumants et parfois fumeux, l'a récupéré. Et je suis perplexe, mais ça, je l'ai déjà dit. Alors bien sûr, ça va spoiler, je vais parler de différentes théories du film, donc bien sûr, il faut l'avoir vu. Et j'ai beau être perplexe, je vous conseille vraiment de le voir. Bon, oui, certains visuels sont assez kitsch, que ce soit les créatures CGI souvent assez mal foutues ou certains choix de direction artistique. Oui, le rythme confond parfois plan-plan et contemplatif. Et sur un sujet assez proche du Stalker de Tarkovsky, parce qu'on peut pas s'empêcher de comparer les deux, il n'atteint pas le même degré de fascination. À part peut-être un petit peu dans son dernier segment, dans le phare, où là, avec l'habillage sonore et cette sensation vraiment de suspension du temps, on atteint quand même un certain vertige. Et puis la trouvaille vraiment de la créature qui assimile les cris de sa victime, c'était creepy ça. Mais sinon, le film regorge d'idées et de pistes intéressantes, et fait assez rare dans le cinéma actuel, il donne envie de réfléchir. Oui, ça arrive encore. Et bien sûr, c'est pas un film où il faut trouver LA réponse, c'est un film avec différents niveaux de lecture qui ne s'annulent pas entre eux. Je crois en tout cas. Et le truc, c'est que Annihilation n'est pas raconté de manière linéaire. Donc première chose, remettons en ordre les événements de la manière qui nous semble la plus logique. 1. Un corps céleste tombe sur Terre et crée la zone du miroitement. 2. Lena vit avec Kane, ils se sont rencontrés à l'armée et elle le trompe. 3. Kane a compris la tromperie et il part sans regret en mission secrète dans le miroitement. 4. Il disparaît pendant 1 an. 5. Il revient mystérieusement, désorienté et au bord de la mort. 6. Lena apprend l'existence du miroitement et elle part en mission pour avoir une chance de le sauver. 7. Après avoir affronté son double, le miroitement est détruit et elle revient à la base secrète de Southern Reach. 8. Elle répond aux questions des scientifiques et retrouve Kane guéri, ou plutôt son double. Ou selon certaines théories, le Kane originel changé. Mais que ce soit Kane, Lena ou leur clone, je pense qu'en fait, on s'en fout, c'est presque pareil, étant donné qu'ils ont intégré le miroitement. Et enfin 9, lors du dernier plan, on voit dans leurs yeux que, justement, le miroitement est toujours en eux. Bon donc, question principale, qu'est-ce que le miroitement ? C'est une bonne question. Et le truc, c'est qu'il fonctionne à plusieurs niveaux. Mais que ce soit un phénomène extraterrestre ou spirituel, le truc c'est quand même que son existence est avérée, elle est tout à fait concrète, vu qu'on voit le corps céleste tomber sur Terre. Et la métaphore principale qui est utilisée dans le film, c'est celle du cancer. Le miroitement prolifère sur le même mode, en faisant muter la structure des organismes et en détruisant leur intégrité de base. Lena en parle dans le miroitement, elle en parle avant à l'université, le perso de Ventress en est atteint, etc. Mais ça reste un seul niveau de lecture, et perso, il me satisfait pas vraiment, parce que le film questionne cette notion de destruction. En diffractant l'ADN, plus que détruire, le miroitement fait évoluer. Alors oui, d'une certaine manière, l'identité précédente est détruite, mais Annihilation interroge justement les limites de cette identité. Jusqu'à quel degré d'évolution est-ce qu'on reste soi ? Jusqu'à quel point un individu reste conscient de lui, en tant que même individu ? Ça rejoint la thématique déjà traitée dans Ex Machina, et ça rend le titre du film assez ironique. Le miroitement crée de la vie chaotique, luxuriante, en évolution constante. L'inverse total de la mort finalement, qui est une anomalie, comme le dit Lena. C'est notre refus d'évoluer qui est l'anomalie, pas le miroitement. Certains ont interprété le titre comme une attaque extraterrestre pour détruire de façon endémique l'humanité. Certains ont même théorisé que la destruction du miroitement à la fin par le double de Lena en feu, qui met le feu au phare, au miroitement, à tout, que ça avait été prémédité, justement pour calmer la méfiance des humains, tandis que l'agent de destruction était implanté en Lena et en Kane sans que personne ne le sache. Mais perso, j'y crois pas trop, parce que déjà, si c'était un but conscient, pourquoi avoir buté pendant si longtemps des humains et des militaires en mission, alors qu'ils pouvaient s'en servir comme des outils ? Et puis pour moi, plus simplement, le miroitement n'a pas de sens ou de but, c'est un pur principe de vie qui a atterri sur Terre par une suite d'événements cosmiques qui nous dépassent. Comme dans Solaris et Stalker, c'est un endroit réel, mais dont les propriétés vont matérialiser la psyché des personnages, ce qui va le transformer en espace allégorique. On le voit par exemple avec cette maison abandonnée, qui est une réplique exacte de celle de Lena et Kane, et qui symbolise sûrement entre autres le désert relationnel de Lena. Pour faire plus simple, le miroitement, je le vois comme une métaphore du changement humain. Tous les personnages qui y entrent sont, comme le dit Shepard, sujets à l'autodestruction, parce qu'ils restent bloqués sur quelque chose, ils n'arrivent pas à lâcher prise. Lena est bloquée sur sa culpabilité d'avoir trompé Kane, Shepard sur la mort de sa fille, Ventress sur la peur de la mort, etc. L'annihilation du titre, en fait, je la vois plutôt comme celle auto-infligée par l'humain. On le voit aussi à la fin, quand Lena fait face à son double qui essaie de l'émuler, avec un mélange de grâce et de maladresse quasi enfantine. À chaque seconde, le double qui est baigné dans l'ADN de Lena devient un peu plus humain. Il l'émule tellement bien en fait qu'il assimile sa pulsion d'autodestruction, et quand son innocence est trahie par l'attaque de Lena, désorienté, il finit par détruire le phare et le miroitement avec lui. Bref, le propos, ça peut être que le statisme, c'est la mort. On craint que les choses changent par peur de perdre des repères, alors que c'est pas forcément une destruction, c'est juste un pas vers l'inconnu. Le miroitement peut même être la métaphore de la relation entre Lena et Kane. Lena va jusqu'au bout de son changement, ses doutes, ses envies, jusqu'à s'affronter littéralement elle-même. Et une fois le miroitement et son double détruits, le changement est intégré, elle a fait le deuil et elle peut aller de l'avant. La vie immortelle dont Lena parle, elle existe, mais pas au sens où on le croit.
La vie immortelle est un mouvement perpétuel entre différents soi, une série de petites morts et renaissances symboliques. Et le motif qu'on retrouve à la fois sur Tørensen, le soldat muté, et Lena à la fin, et qui est lié au miroitement, qu'est-ce qu'il désigne? Une sorte de mélange entre le signe de l'infini et l'Ouroboros, qui désigne un cycle d'évolution éternelle. Changer pour mieux se trouver. Et le fait que le miroitement porteur de cette immortalité soit finalement détruit parce qu'il est devenu trop humain, trop statique, c'est une ironie que je trouve assez savoureuse. L'humain reste son propre pire ennemi. Et on pourrait s'arrêter là. Sauf que plus je pense à l'annihilation, et plus il y a quelque chose que j'arrive pas vraiment à identifier et qui me titille. En fait, la vibe du film est vraiment bizarre. Tout a l'air vraiment légèrement décalé, pas vraiment à sa place, et pas juste à cause du miroitement. En fait, il y a certaines choses sûrement qui relèvent de défauts d'écriture, mais il y a d'autres choses qui sont clairement intentionnelles. Déjà, c'est quoi cette infrastructure de Southern Reach? On dirait un wet dream d'architecte. Comment ça fonctionne? Il y a l'air d'y avoir à tout casser une dizaine de personnes qui bossent là-dedans, et qui restent de vagues silhouettes dans le fond. Qui? Pourquoi? Et surtout, comment ils peuvent garder un phénomène de cette taille secret? T'as beau dire aux gens que t'évacues que c'est une fuite chimique, le monde il va être au courant. Je veux voir un avocat. Non. D'accord. Pourquoi toute l'équipe va dans le miroitement? Je veux bien croire que pulsion d'autodestruction, rien à perdre, tout ça. Mais Tørensen, par exemple, son ancien problème de boisson n'explique pas qu'elle aille avec le sourire dans une zone chelou avec 99% de chance d'y laisser sa peau. En dehors de Lena et Tørensen qui sont déjà formés, les autres ont suivi un entraînement ou ils filent des flingues à n'importe qui? Tout va bizarrement trop vite, tout est trop facile, et tout le monde parle de manière étrange, artificielle, presque trop littéraire. Sans compter la réaction bizarre de Lena au début, quand elle retrouve Kane, et qu'il y a un je ne sais quoi de pas naturel. Et d'ailleurs, Kane, comment il est rentré? Il s'est téléporté? Quand Radek se fait happer par le crocodile mutant géant, vu la bestiace, la violence du truc et le temps qu'elle passe avec, il n'y a aucune chance pour qu'elle ne soit pas au moins gravement blessée, sans compter le comportement débile pour la sauver. Allez, sautons tous sans visibilité dans le point d'eau où une créature mortelle non identifiée attend. Après la première perte de mémoire, en entrant dans le miroitement, il n'y en a soudainement plus. Je veux bien que les effets du miroitement évoluent au fil de l'avancée, mais là, ça donne juste l'impression d'une case cochée dans le scénario. Après 3 ans d'expédition foirée, 23 dit qu'elle sait que leur matériel de guidage n'allait pas fonctionner. Alors je sais pas, moi, tendez un câble relié à l'extérieur? Le fameux tatouage. Le miroitement le fait apparaître sur le bras de Lena, mais on le retrouve aussi sur le cadavre muté dans la piscine, et Tørensen. Mais à quel moment un tatouage a quelque chose à voir avec de l'ADN? Comment le miroitement peut le diffracter? Et si c'est une sorte de modification de l'ADN qui se manifeste miraculeusement par un motif, pourquoi Tørensen ne bug pas sur le sien? C'est un tatouage qu'elle a de toute évidence depuis avant le miroitement. Et pourquoi il n'y a pas plus de mutations visibles sur les personnages? Qu'est-ce qu'implique le fait d'avoir le miroitement en soi? L'ADN continue à évoluer? Pourquoi la destruction du miroitement guérit Kane, alors que ses effets restent en lui, tout comme en Lena? Si la 23 qu'on voit dans le phare est un double, où est le cadavre de l'original? À moins que ce soit 23 muté qui file d'une manière ou d'une autre son cancer au miroitement par diffraction. Et tiens ouais, j'avais pas pensé à ça. C'est peut-être pour ça qu'elle évolue si rapidement d'un coup et que le miroitement est détruit. Bref, enfin, Lena dit qu'elle s'en est sortie parce qu'elle avait quelque chose qui l'a poussée à revenir. Et vous allez me dire que dans toutes les missions précédentes, il n'y avait pas une seule personne qui avait une bonne raison de revenir? Bref, le film entier a l'air de flotter, qu'on soit dans le miroitement ou à l'extérieur. Et peut-être que c'est pour nous faire nous sentir bizarres face à une œuvre qui justement parle de notre rapport à l'altérité. Parce que pour un film aussi réfléchi, je veux bien croire qu'il y a certaines paresses d'écriture par-ci par-là, et certaines sont assez énormes. Mais ça peut pas être juste le fruit du hasard. Donc, je me suis mis en quête d'un nouvel angle. Peut-être qu'une partie du film est fantasmée. Mais déjà, l'équipe qui interroge Lena, rien ne laisse supposer qu'il puisse être imaginé. Et comme on l'a vu, le miroitement est bien réel. Donc difficile de se prononcer. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille par contre, c'est le fait de ne pas donner de repères temporels. Ça sent quand même la lecture cachée. À aucun moment le film nous dit si on est dans le passé, dans le présent ou dans le futur. En fait, notre manière spontanée de reconstituer la chronologie pourrait donc ne pas être la seule valide. Certains flashbacks pourraient être des flash-forward. Résultat, je suis parti à la pêche aux indices. Par exemple, est-ce qu'il y a des traces de cette session de peinture dans certains flashbacks, ce qui indiquerait qu'il se passe en fait après les événements du film? Pas vraiment, non. À part un tas de pixels plus clairs là, mais bon, je crois que c'est juste mon écran. 1. L'alliance de Lena. Il n'y a pas de moment étrange dans les flashbacks où elle disparaît sans raison, donc rien de ce côté-là. 2. Le tatouage. Lena ne l'a pas dans les moments heureux, ni au départ de Kane, donc ça se passe bien avant le miroitement. À moins que le côté évolutif continue et que le tatouage disparaisse après les événements du film, mais on en revient au non-sens du tatouage dont je parlais un petit peu avant. 3. Le regard pas dupe de Shepard à ce moment, quand Lena parle de son bleu au bras qui deviendra son tatouage. Elle marque un temps d'arrêt, comme si elle savait quelque chose, puis elle enchaîne. Peut-être qu'elle suspecte Lena de se l'infliger elle-même, puisqu'elle observe la part d'ombre de chacun. Mais là, le film insiste vraiment sur ce moment, vraiment, comme s'il y avait plus. 4. Tørensen qui se plaint plusieurs fois que les choses sont lourdes. La gueule du croco, se flingue, alors qu'elle est justement la plus baraquée. Là aussi, le film insiste vraiment là-dessus, ça peut pas être un hasard. Donc le miroitement l'affaiblit, il lui a filé de l'ADN de colibri. Ça pourrait expliquer son basculement progressif vers le pétage de plomb, mais narrativement, il n'y avait pas besoin d'insister à ce point sur ces détails, à moins que ça veuille dire autre chose.
5. Le code couleur. Et là, ça m'a paru vraiment énorme. Ce plan de la maison de Lena et Kane au début est baigné dans une lumière irréelle, avec des flares orange et mauve. Bref, le code couleur du miroitement. Est-ce que ces scènes se déroulent après les événements du film, et le miroitement a en fait gobé le monde entier? Est-ce que c'est juste une manière symbolique d'annoncer l'arrivée de Kane? Le truc, c'est qu'il arrive bien après. Peut-être que même si c'est pas mentionné par un personnage, le miroitement crée aussi des distorsions dans l'espace-temps, et il crée un pont avec la maison qu'on verra plus tard, qui est filmée sous l'exact même angle. Et pareil pour ce plan du Velux en flashback, qui est exactement dans les mêmes couleurs violacées du miroitement qu'on a vu juste avant. Peut-être que le miroitement a déjà eu un impact au-delà de ses frontières, ou peut-être que c'est juste écrit avec le cul. 6. Le regard de Kane. Ce regard froid, quand Kane part en mission, est exactement le même que le double qui sort du miroitement. Donc cette scène se passe dans le futur et il s'agit du double de Kane? Ou c'est juste la tronche d'Oscar Isaac au repos? Il a une tête stoïque en même temps. Ça pourrait indiquer une chronologie alternative. Je veux dire, quand Lena dit qu'elle se sent redevable envers Kane et que c'est pour ça qu'elle va dans le miroitement, on l'interprète comme sa culpabilité de l'avoir trompé. Mais il me semble pas qu'elle le précise. La tromperie pourrait avoir lieu dans le futur. Donc, niveau chronologie alternative, on aurait d'abord le passé joyeux, puis les événements dans le miroitement avec la fin du film, la vie qui reprend son cours, elle le trompe, le double de Kane qui repart en mission avec le regard lourd de sens, peut-être parce qu'il devient trop humain et souffre de ne pas être vraiment Kane, puis il disparaît en mission pendant 1 an, il déserte et revient de plus en plus désorienté, et enfin, il est récupéré par l'armée parce qu'ils ont compris la supercherie, qu'il ne s'agit pas en gros du vrai Kane. Bon, le souci, c'est qu'a priori, rien ne permet de prouver ça, c'est juste une théorie. Mais le truc intéressant, c'est que ça peut apporter un sens différent. Le miroitement a beau être en eux, sur long terme, l'imperfection humaine est trop forte et elle reprend le dessus. Ils n'acceptent pas le changement. Et sous cet angle, leur regard étrange, quasi vide à la fin du film, ils deviennent vraiment tristes. Ils sont tiraillés entre la peur de dépasser leurs identités et la peur de reproduire les mêmes erreurs humaines. Quelle que soit l'issue, l'horizon est sombre. Et en bonus, on a quelques mystères qui viennent s'ajouter. Les ossements à l'extérieur du phare, ça n'a pas été placé là par hasard. C'est quoi, le suicide rituel de membres d'équipes précédentes confrontés à leur double? 10 crânes, 10 doigts de la main, 10 mains du roi, Ned Stark... Bon, c'est Sean Bean qui est mort 10 fois, normal. L'humanoïde de la fin est interprété par Sonoya Mizuno, qui joue aussi une étudiante de Lena au début. Donc, un rapport? Bon, faites-en ce que vous voulez. Le motif du verre d'eau, sur lequel le film insiste puissance 1000. Bon, l'eau agit sur la lumière comme un prisme, donc comme le miroitement. Et l'eau crée une image inversée, la figure du double, s'affronter soi-même, tout ça. Il y a aussi ce plan des mains de Lena et Kane qui se rejoignent derrière le verre, comme s'ils ne pouvaient avoir un contact qu'à travers le miroitement. La seule chance de reconnecter, c'est d'évoluer, d'où le parcours que va entreprendre Lena. Et la seule fois que le film insiste sur un verre qui n'est pas un verre d'eau, bim, c'est quand Kane lui apporte un jus d'orange, un liquide opaque, sans jeu d'inversion ni de diffraction. Kane est devenu trop humain. Regard mort, sorti, ciao. Et là, l'heure indiquée sur la baraque du miroitement, c'est quoi, hein 4h04? Erreur 404? Tout ça est une simulation informatique? Bref, perso, j'en suis là de mon enquête. À ce stade, difficile de trouver des réponses claires, et je suis assez partagé, parce que d'un côté, on a des détails super intéressants sur lesquels le film insiste trop pour être innocent, et de l'autre, ce qui m'apparaît de plus en plus comme des bouts de mystère un petit peu vides, jetés paresseusement. Mais vraiment, difficile de savoir à quel point. Et peut-être qu'on retrouve certaines clés dans le bouquin de base, mais à ce niveau, un film doit se suffire à lui-même. J'ai vraiment l'impression qu'avec Annihilation, on a affaire à un film qui illustre les qualités et les défauts d'un film puzzle. Donc, si vous avez repéré des indices qui m'ont échappé, n'hésitez pas à les balancer et à proposer vos propres théories. Et en attendant, je vous dis, est-ce que je suis moi? Est-ce que je suis toi? À bientôt.